Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre vidéo sur les catastrophes naturelles, de notre tier list même, j'ai envie de dire. Alors je vous demande juste une seconde. Hop là, voilà. C'est mieux comme ça. Bien, on se retrouve exceptionnellement aussi bien directement après la première vidéo. Alors, ce qui n'est pas forcément plus mal au demeurant, mais ce qui est involontaire, puisque Valdo a dû décaler d'une semaine son intervention qui devait être la deuxième sur l'histoire du renseignement français. Pas d'inquiétude, vous l'aurez quand même, tout va bien, ce sont les aléas des emplois du temps de chacun, surtout quand on planifie tout des semaines en amont. Et donc normalement, cette vidéo se tiendra la semaine prochaine, ou au pire, vraiment au pire, la semaine suivante. Donc comme à chaque fois qu'une tier list se déroule en plusieurs parties, vous excuserez sans aucun doute ma concision, on ne va pas répéter deux fois les mêmes choses en introduction. Oui, il n'y a pas tous les événements naturels les plus malheureux de l'humanité, oui, on pourra tiquer à certaines présences ou certaines absences, mais comme je l'ai dit, on fait avec certains critères temporels, avec certains types d'événements qu'on essaye de pas mettre à de trop nombreuses reprises, et donc on se fait un petit panachage exploratoire qui vise un peu à varier les plaisirs. Bon, tout ça est très superficiel bien entendu, mais ça ne nous empêchera pas d'en voir 10 autres ce soir. Alors on pourrait dire aussi que l'introduction, comme à chaque fois d'ailleurs, de la première partie n'a pas épuisé le sujet, mais enfin je vais pas trouver le temps de rédiger une bafouille introductive sous 12 angles différents non plus, je suis sûr que vous aurez pitié de ma pauvre personne. Donc vous avez déjà eu cette première fournée d'où l'on est parti de l'éruption d'il y a 3500 ans pour en arriver à l'insecte tueur de vignes, ce qui était quand même un très bel aperçu de ce que la nature nous réserve pour nous retrancher de cette planète, encore que cela ne doive pas vous étonner après avoir vu les épidémies. Et donc on pourrait ajouter les événements proprement terrestres aux créatures du vivant, dont il semblerait que le seul but soit de mettre fin à l'humanité. On aura l'occasion bien sûr de voir que l'humanité est assez fourbe, à pro-gain et inconsciente pour essayer de se suicider, mais pour le moment nous nous intéressons aux assassins à qui l'on n'a rien demandé. La nature, comme vous le savez, est une ordure, hein. Les virus et les volcans ne sont pas nos amis, ça fait depuis la nuit des temps qu'on tremble des genoux devant, contre, mais bon, c'est certain que la nature est agréable lorsque vous êtes en vacances aux Maldives et que vous pouvez le poster sur Instagram. Et comme par hasard, maintenant qu'on lui pète la gueule, qu'on fait cracher à plein nos industries et qu'on déverse nos eaux pleines de merde dans sa tronche, et là elle pleurniche, hein, la terre c'est un petit peu entre Clément Méric et Ercilia Soudet. Bon, plus sérieusement, on a connu il y a peu, vous savez, ces immenses incendies girondins, et landais aussi, cette vidéo tombait à pic donc, même si c'était involontaire, on n'en parlera pas ici, puisque tout dramatique qu'ils soient, ils ont objectivement plus d'impact matériel que sur les vies humaines, alors, au sens de leur perte, hein, bien entendu, puisque quand vous avez votre habitation détruite, il est certain que ça a un impact très fort sur votre vie. Et ces incendies sont très vite réduits à des chiffres de centaines de milliers d'hectares qui ne veulent plus dire grand-chose pour nous, puisque au mieux, nous sommes les pauvres possesseurs d'un jardin en mètres carrés. Je suis pas loin de penser d'ailleurs qu'il y a une paire de kidam qui ne pourrait même pas donner la superficie concrète d'un hectare. Et le souci principal, c'est la question de catastrophes naturelles, puisque le feu, très souvent a pour origine une activité humaine, involontaire, malveillante, peu importe. Alors très souvent, pas toujours, souvent surtout récemment. Et donc le feu, à mon avis, en tant que tel, quand j'y pense, ça rejoindra peut-être la catastrophe industrielle, même si j'avais expliqué que le nom était impropre, j'y réfléchirai quand le temps sera venu. Parce que le feu est un élément naturel, c'est certain, hein. Il est probable que le code des assurances doit le considérer comme tel, mais je le vois moi comme, en tout cas souvent, conséquence naturelle d'un événement non naturel. C'est le cas aussi pour certaines famines, hein, on en avait parlé dans la première partie. Toujours est-il que le but de la réflexion était au global, comme pour les maladies, de souligner cette chance qu'est la nôtre, de ne connaître ça que de manière superficielle et un impact comme ces grandes maladies qu'on ne peut plus que subodorer chez nos ancêtres dans son ampleur. Même si encore une fois, on a eu des incendies assez terribles,
Mais si vous voulez, on est au courant, on en connaît la nature, l'impact, je pense que on sait ce qui est en cours, ça n'était pas le cas toujours pour nos aïeux. Hein, c'est le drame éternel de l'humain, l'incertitude. De toute façon, trop d'informations ou pas assez, on se plaindra pareil à la fin. Et comme la précédente sur les épidémies, c'est toujours la même leçon, l'imprévision, l'impréparation, la surprise, et l'impact de ces milliers d'années où nous avons été mis à la merci des caprices terrestres. Partons dès lors pour les propos de cette seconde partie pleine d'événements dramatiques et autres morts malheureuses. Alors, allons-y. Hop, transition est faite. Nous allons parler de la catastrophe du plateau d'Assy le 16 avril 1970 en Haute-Savoie. Nous parlons d'un glissement de terrain. Ce n'est pas tous les jours, n'est-ce pas, que l'on a des glissements de terrain meurtriers en France. Enfin, à ma connaissance en tout cas, je les recense pas non plus sur mon temps libre. Ici, on est sur quelque chose de très particulier, par son ampleur, par ses effets, mais surtout malheureusement par la nature des victimes. Il faut savoir que la chose se passe dans un contexte fort particulier. En effet, quelques semaines auparavant, le 10 février de la même année, en 1970, une énorme avalanche s'était déclenchée à 3000 mètres d'altitude à Val d'Isère, avait dévalé 1000 mètres de dénivelé pour finir sa course dans un foyer de l'UCPA, l'UCPA, l'Union des centres de plein air, pour tuer 39 personnes ensevelies et faire 37 blessés supplémentaires. Ça va déclencher la mise en branle des études sur les avalanches, des zonages des risques et compagnie, mais trop tard pour que ça puisse profiter au plateau d'Assy, bien entendu. Alors comme d'habitude, comme au pénal ou dans n'importe quel domaine, on ne s'excite qu'après le drame. C'est vrai, hein, après tout, pourquoi l'anticiper quand on peut attendre qu'un mec soit poignardé sur un pont par un OQTF ou une gamine violée par un dégénéré récidiviste pour remuer un ministère? Pourquoi anticiper tout ça? Bon, laissons cela où c'est, nous ne parlons pas de ça. La saison de la poudreuse en 70 aura donc été exceptionnelle, mais avec cette avalanche à Val d'Isère, on a vu l'apéritif et malheureusement arrive le plat principal. Et l'on passe de la Savoie à la Haute-Savoie. Alors nous sommes sous la pointe de Platée qui surplombe la commune de Passy, des falaises dominées par des calcaires relativement tendres, des éboulis argileux où l'on a déjà eu des écroulements importants, et on y trouve ce plateau d'Assy qui domine cette même commune de Passy. Et sur ce plateau, on y trouve aussi, à partir de 1926, un ensemble de sanatoriums, dont celui pour enfants que vous voyez à l'écran du Roc des Fises. C'est un énorme ensemble de 5 pavillons, c'est très moderne pour l'époque, très bien, mais dommage, c'est situé à un endroit où il ne fallait pas le mettre. 180 enfants sont sur place, alors la plupart sont des fils de manards qui viennent pour soigner la tuberculose en montagne, plusieurs dizaines de personnels, principalement des femmes, qui emmènent donc nos chères têtes blondes respirer le bon air de la montagne. Climatiquement, on va avoir des chutes de neige en décembre, avant du soleil en janvier qui transforme cette couche neigeuse en une neige de printemps, donc friable, par-dessus laquelle vont venir d'abondantes nouvelles chutes en février et mars qui s'y ajoutent et rendent l'ensemble instable et propice aux avalanches. On en a une première le 5 avril qui vient buter contre l'aile ouest du sanatorium, qui provoque des fissures, mais le directeur de l'établissement décide de ne pas évacuer l'ensemble. Après tout, ça ne peut pas arriver 2 fois de suite. On a ensuite les 12 et 13 avril, malheureusement, d'abondantes pluies qui vont alourdir encore le manteau neigeux, avant un redout très important le 15 avril, veille de la catastrophe. L'enchaînement malheureux des conditions météorologiques produit l'événement terrible. Vous voyez le dessin qui représente la trajectoire suivie, donc neige importante, saturation du terrain en eau par la pluie qui imbibe les roches superficielles, puis redout et instabilité géologique sur un sol très friable, très argilo-marneux. Le glissement de terrain de tout cet argile boueux saturé d'eau se déclenche à minuit le 16 et dévale, vous voyez la pente en bifurquant droit vers le sanatorium, ensevelissant plusieurs bâtiments pendant le sommeil de leurs occupants. Vous voyez, c'est une sorte de piste de ski tracée à destination des dizaines de milliers de mètres cubes de boue torrentielle, de rochers et d'arbres, pile poil jusqu'au bâtiment. Et vous voyez ici, en photo, malheureusement la gueule du résultat.
c'est un strike. Immédiatement, des centaines de secouristes se présentent, aidés bien entendu de la population locale, pendant 4 jours, devant aller chercher des cadavres sous un agglomérat de roches et de terre de 15 mètres de profondeur, et malheureusement le bilan s'élève à 71 morts, dont les 56 garçons dans le bâtiment qui leur était attribué, et 15 femmes membres du personnel. Bien entendu, après les mois légitimes succède la valse législative des décrets et autres plans. C'est le tournant, c'est vrai, dans la gestion des risques en montagne, ce qui ne rend pas la vie aux morts malheureusement, et le sanatorium est bien entendu aussi détruit. Ça ne vous étonnera pas, la justice va mettre 10 ans à discerner d'éventuelles responsabilités, et on trouvera une via media. Responsable mais pas coupable, selon la formule, le principal sera d'étouffer l'affaire, ni la première ni la dernière fois en la matière. D'ailleurs, on attendra des dizaines d'années pour les commémorations, histoire que tout le monde soit mort ou pas loin, et 50 ans pour un mémorial, ce qui est quand même un petit peu plus long pour avoir une rue George Floyd dans une commune française quelconque. Aux innocents les mains vides, rien de nouveau sous le soleil pour ceux qui pensent qu'en 2026, le peuple français est mal défendu par sa propre justice. Je vous rassure, c'était déjà le cas avant. Pour la petite histoire, au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était le docteur Couve de Murville qui dirigeait l'établissement. Je suis tombé là-dessus complètement par hasard, je suis pas allé vérifier non plus, vous le ferez si vous le voulez, les liens directs de famille avec le grand représentant qu'est le cacique de la 5e du même nom, que vous connaissez peut-être si vous avez fait du droit administratif éventuellement, mais on a le droit d'imaginer ce que l'on veut quant à la détermination des culpabilités. Je vous laisserai bien sûr la responsabilité d'un éventuel complotisme que je ne me permettrai pas. Bien, alors attendez, hop, je bannis cet infâme bot, hop, va-t-on méchant, si je peux réussir à bouger cette merde. Voilà, parfait. Donc diaporama. Enlevons ça. Alors bien entendu, s'agissant d'enfants, étant père moi-même, on a tout de suite envie de faire gagner un rang. La chose, c'est... un enfant vaut bien la vie de 10 adultes, mais n'exagérons pas, on parle effectivement de 71 victimes, ça ira à l'avant-dernier rang, aux côtés notamment des tempêtes de décembre 1999. Bien, nous pouvons enchaîner. Hop, la transition. Et nous enchaînons avec l'ouragan de Galveston du 27 août 1900 au 15 septembre 1900, principalement au Texas. Donc nous allons voir ce qui est, sauf erreur de ma part, il me semble avoir vérifié, la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Alors ici, comme le reste, comme dans tout ça, ils n'ont aucune véritable histoire, c'est pas de leur faute, mais bon, on ne peut pas négliger non plus la première puissance mondiale, ce phare de l'humanité éclairée et de la pornographie gonzo. Donc, on est avec un ouragan tropical qui se forme sans qu'on sache réellement comment, puisque vous vous doutez bien, nous sommes en 1900, à l'époque on est occupé par faire de l'argent pour les riches et trouver à manger pour les pauvres, plutôt que par la météorologie. Toujours est-il qu'on a, voyez où ça passe, les premières observations fin août, ça traverse la République dominicaine, Haïti, ça arrive à Cuba, mais ça reste mesuré, on est surtout sur des destructions matérielles mineures, avant tout énormément de pluie, les vents sont en dessous des 100 km/h, donc important mais pas excessif, et finalement la tempête va prendre de l'ampleur dans le détroit de Floride, va se trouver déviée vers le Texas sous certaines conditions favorables, notamment une eau chaude. Nous sommes fin août dans un endroit, tropical presque, et donc une eau chaude qui est parfaite pour combiner chaleur et humidité, et ça va transformer cette tempête en ouragan. Cet ouragan, on le croise alors dans le golfe du Mexique. On se rend compte qu'il arrive au Texas et non en Floride comme c'était prévu, on va signaler des premiers dégâts le long des côtes, et comme d'habitude on sous-estime la force du vent, et l'ouragan touche terre tel un conquistador aviné, le 8 septembre, en traversant l'île de Galveston et la ville du même nom, avant de baisser en intensité sur les terres dès le lendemain, même si bien entendu, vous le voyez, poursuivra ses dégâts pendant une semaine.
La quasi-totalité des ravages vont être au Texas, et donc principalement à Galveston. Il y a beaucoup d'autres zones touchées, encore une fois, vous voyez ce suivi de l'ouragan, mais c'est vraiment mineur en dehors du Texas. De la Floride au Canada, on comptera quelques centaines de morts, quelques importants dégâts, mais vraiment, l'endroit important, c'est le Texas, et plus précisément Galveston, donc. La ville de Galveston, que vous voyez ici, qui a à peine 60 ans à l'époque, est le genre de ville champignon du Nouveau Monde, 38 000 habitants en 1900, une des villes les plus riches des États-Unis, notamment grâce à son port sur la baie du Mexique, et l'une des plus importantes du Texas. Et encore une fois, c'est assez récurrent, certaines mesures, comme l'absence de construction d'une digue, l'aplanissement des dunes le long de la côte, la croyance en l'impossibilité d'un ouragan, et puis un bureau météorologique, nous sommes en 1900, américain, qui fonctionne un petit peu à l'envers, ce genre de choses fortes humaines vont aggraver le drame. Bref, personne n'est inquiet le 8 au matin encore, 8 septembre, sauf que dès les premières heures de la journée, la ville est inondée par une onde de tempête maritime de 5 mètres de haut qui va submerger l'île, puisque le point culminant de l'île de Galveston est à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville est tout simplement bâtie sur un banc de sable, voilà. Donc l'onde va balayer une première fois la ville, va commencer sa destruction, elle va se retirer, puis l'eau de la côte va monter régulièrement, de mètre en mètre, chaque heure, pendant qu'en plus il tombe 30 cm de pluie dans la journée et que le vent souffle à plus de 150 km/h. Alors, il a sans doute soufflé encore plus fort que ça. Le problème, c'est que l'anémomètre du bureau météorologique du coin a été arraché par la vitesse, donc ça s'est arrêté à 150. On ne sait pas jusqu'où c'est allé, on estime que ça a pu souffler à pas loin de 200. Clairement, malgré tout ça, la majorité des dégâts sont dus à la marée créée par la tempête, les ponts sont détruits, toutes les lignes électriques, télégraphiques et téléphoniques sont abattues, ce qui fait que, bien sûr, personne n'est au courant des événements en dehors de la ville. Les maisons ont été arrachées de leurs fondations, quasiment tous les bâtiments sont endommagés ou détruits, et la tempête va laisser un mur littéral de débris de 5 km de long et de 10 mètres de haut au centre de l'île. Quasiment toute la ville se retrouve en sus sous les flots. C'est une journée et une nuit d'apocalypse, de destruction, de témoignages de survie assez ahurissants, de refuges effondrés et autres nuits passées dans des champs sous des rafales de 200 km/h en évitant les planches qui essayent de te décapiter, ou des nuits passées sur des morceaux de bois balayés comme des planches de surf sous les rouleaux de l'océan. Vous voyez ici une partie du résultat. Le lendemain, le 9, un navire qui a survécu à la tempête est envoyé sur la rive ouest, qu'il n'atteint que le 10 à 3h du matin, et télégraphie aux autorités que la ville est en ruine, et que l'on y compte 500 morts, ce que l'on trouve en premier lieu exagéré. Les secours sont envoyés, l'eau se retire, et l'on découvre effectivement une ville en ruine. Par contre, on va y découvrir bien plus que 500 morts aussi. Les premières estimations font état de 6000 morts, mais bon, ce sont des estimations d'assureurs, donc morts noyés par les vagues qui ont déferlé, tués par les débris, ou bien qui sont restés malheureusement plusieurs jours sous les décombres et qui n'ont pas pu être atteints à temps par les secours et qui vont lentement pourrir dans la zone, la transformant en enfer olfactif. Les estimations les plus hautes montent à 12 000 victimes et on s'accorde, généralement, en tout cas de ce que j'ai lu, autour de 8000 morts à Galveston des suites de l'ouragan, soit à peu près 20% de la population totale, et des dégâts équivalents aux milliards de dollars actuels. Les survivants sont, vous vous en doutez, dans le dénuement complet, mais c'est l'Amérique, donc on est pragmatique, il y a tellement de cadavres qu'on ne peut pas tous les enterrer dans le coin, alors on va les collecter, on les fout dans des barges pour les jeter à la mer qui les rejette, alors finalement on distribue des litres de whisky à tout le monde pour tenir, et on va brûler tous les corps sur la plage, et bien entendu on abat les gens qui refusent de participer aux opérations de secours ou qui détroussent les cadavres, ce qui représente quand même un total de plus de 100 personnes, puisque on est quand même encore dans le Wild Wild West. Enfin, à l'est, mais c'est quand même wild. Et puis, on va mettre en place, bien très vite, des maisons de fortune. En 3 jours, la plupart des services sont rétablis, les dons, bien entendu, vont affluer de partout. Et dès l'année suivante, on va commencer la grande digue qui protégera la cité. Bon, on dira pas qu'elle est achevée seulement au bout de 60 ans pour pas briser le mythe. Le plus important, c'est surtout, et ce qui est quand même une prouesse de travaux publics, c'est le surélèvement général de la zone, puisqu'on va draguer 11 millions de mètres cubes de sable pour surélever la ville de 5 mètres. Et d'ailleurs, pour l'anecdote,
Le nombre de morts va créer de la place dans la cité, ce qui donnera lieu à ce qu'on a appelé le mouvement de Galveston, qui est un mouvement juif qui vise à les installer sur place. On aura 10 000 juifs qui vont y transiter dans la foulée, en un peu plus de 10 ans. Bon, ils resteront pas tous parce que autant d'un coup, personne n'en a envie nulle part, mais voilà, c'était pour l'anecdote en passant. Alors ça n'empêchera pas la ville d'être frappée à nouveau, mais l'on n'y verra plus jamais les mêmes dégâts, et malheureusement pour elle, l'âge d'or était passé, son rôle commercial va se restreindre du fait des risques. Alors Dieu merci, elle va se reconvertir comme lieu de prostitution pendant la prohibition pour se refaire. Mais voilà, au global, c'est un événement très court et ponctuel, mais qui a fait plus de morts que absolument tous les autres ouragans de l'histoire des États-Unis réunis. Vous avez vu, hein, les images parlent d'elles-mêmes, hein, vous pouvez aussi aller voir vous-même, hein, vous tapez ouragan Galveston, vous regardez quelques photos. C'est assez parlant. La ville est littéralement ravagée, on a quand même 8000 morts dans la nuit, et donc, eh bien, considérant tout cela, hop, je vais faire la transition, nous allons mettre Galveston au milieu. Et on arrive à un équilibre parfait, c'est assez incroyable, et je sais que vous ne pouvez pas tenir devant l'absence d'événements naturels au premier rang, mais je vous rassure, ça va venir. Ça va venir donc, mais ça n'est pas encore pour tout de suite. Pour tout de suite, nous allons parler d'autre chose, puisque nous allons parler de l'éruption du Samalas en 1257 sur l'île de Lombok en Indonésie. Donc île de Lombok, alors c'est vraiment une langue de Cro-Magnon, on dirait un nom de méchant dans Raon. Donc encore une éruption, un autre phénomène ancien, nous sommes au XIIIe siècle, et un autre phénomène de tous les superlatifs. Le plus important depuis 10 ans, le plus, toujours le plus. Les éruptions, c'est un peu un concours de bits, mais à l'aveugle. Donc voyons un peu la chose. Alors on va pas trop faire de géographie barbare, nous sommes sur l'île de Lombok, pas loin de Bali. Alors de toute façon, vous voyez la carte, c'est plein de volcans, il n'y a que ça. Nous sommes dans les îles de la Sonde, où la plaque eurasienne fait des frottis-frottas avec la plaque indo-australienne. On estime que le Samalas, donc la montagne volcanique du même nom, aurait pu atteindre une hauteur de près de 4000 mètres. Alors on va pas faire trop de géologie non plus, hein, on s'en branle un peu. SVT, ça a été jusqu'au bac pour moi, une excellente note d'ailleurs, et puis ensuite je me suis rendu compte qu'un caillou, ça répond pas vraiment quand on lui parle. Donc on a arrêté la date de 1257, qui est à peu près certaine. On a estimé que ça avait eu lieu entre juin et novembre, et l'événement en lui-même est assez classique. C'est une éruption plinienne, comme on en a vu, avec évacuation de lave et de gaz qui est rendue difficile, et explosion finale. On a bien cette première phase d'expulsion de cendres et de pierres ponces, mais alors dans des proportions bien entendu gigantesques, hein, sur 400 km². Ensuite, on a une seconde phase de magma et d'eau qui va aussi éjecter des pierres ponces. On a une troisième qui est à peu près identique, et une quatrième en bouquet final, puisqu'on a 25 km de nuées ardentes, 20 milliards de tonnes de matériaux expulsés sur des centaines de kilomètres, et l'effondrement sur elle-même de la structure, formant une immense dépression, ce qu'on appelle la caldeira, de 6 km sur 8, à l'emplacement de l'ancien mont Samalas, avec une profondeur maximale de 230 mètres. Vous voyez à l'image à quoi ça ressemble. Dites-vous bien que tout ce creux-là, c'était avant une montagne. C'est le principe de la caldeira. Le problème ensuite, c'est d'en venir aux effets certains. Déjà, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde avec ça ? Parce que quand on commence à conduire des carottages au Groenland, on trouve des pics de sulfate qui montrent des éruptions bien connues et d'autres qu'on ne connaît pas, notamment pour le pic le plus important de tous, aux alentours de 1250, que l'on détermine comme planétaire lorsque les forages en Antarctique vont montrer la même chose. On se dit donc qu'on a eu une des plus grandes éruptions modernes, la plus importante en tout cas en termes de pic de sulfate depuis 7000 ans, et on se met à regarder où elle a eu lieu. Alors pendant longtemps, on va chercher le coupable un peu partout dans le monde, jusqu'en 2010, où des chercheurs, le français je crois d'ailleurs, il me semble, à vérifier, mais je suis quasi sûr, le trouvent en tout cas en Indonésie, et là, tout serait cohérent. Mais donc, vous vous en doutez, en 1250 en Indonésie, ça va pas être simple de déterminer des conséquences directes, au-delà bien sûr des traces géologiques. On a des textes plus tardifs de quelques siècles qui évoquent un royaume de Lombok qui n'existe plus, dont on n'a aucune trace, ainsi qu'un espèce de Pompéi local qui aurait été la capitale du dit royaume avec ses 10 000 habitants.
qu'on n'a jamais retrouvées, et probablement aussi, c'est vrai que les îles du coin, dont Bali, ont dû être dépeuplées et désorganisées, ce qui a eu un impact sur leur histoire. Alors vous avez ici à l'image, je crois que c'est le nom, c'est le Baba de Lombok, qui est une sorte de chronique, mais qui est postérieure de plusieurs siècles, et qui raconte tout ça. Mais bon, le problème, c'est que si on va dans les explications, on a plus de peut-être qu'autre chose. La vraie conséquence, la vraie problématique, c'est l'hiver volcanique qui s'ensuit et le lien incertain, je dis bien incertain, avec le petit âge glaciaire. On aurait eu, avec cette éruption-là, le plus important relâchement de gaz depuis sans doute Santorin, des centaines de millions de tonnes de gaz qui vont provoquer l'assombrissement du ciel, ce qui est noté par plusieurs sources contemporaines, donc ça on en est certain. Une baisse d'1 degré de la température moyenne mondiale, ce qui semble être aussi attesté par les différents relevés, notamment en dendrochronologie. Et le lien avec le petit âge glaciaire est néanmoins discuté puisque les gaz en question disparaissent normalement assez rapidement. On n'a pas vraiment de certitude du coup, et bon, moi c'est pas mon métier, on va pas non plus en tartiner des tonnes sur la mousson relevée au Vietnam ou le ralentissement de la croissance des arbres en Mongolie non plus. Toujours est-il qu'effectivement, ce petit âge glaciaire, il est relevé existant. Et ce qui est sûr, au-delà de ça, c'est qu'il va y avoir des conséquences quand même directes du fait, au-delà de cet âge glaciaire, de l'année exceptionnellement froide et peu ensoleillée qui va provoquer la famine dans de nombreux pays. On retrouve par exemple un gigantesque charnier de l'époque qui comporte 1/5 des habitants de Londres, que l'on pensait au début, c'est naturel, lié à la peste noire, avant d'en reculer la datation d'un siècle. Et l'on va trouver aussi des difficultés structurelles pour certains empires agraires, c'est notamment le cas de l'Empire romain d'Orient, qui au milieu du XIIIe siècle va voir sa situation agricole se détériorer, de ce fait-là, ce qui joue fatalement un rôle, même par incidence et par ricochet, dans son déclin. Alors, clairement, il y a des témoignages directs, ça on n'en doute pas, au moins sur les effets météorologiques constatés. Mais il faut le dire aussi, on a pas mal de voix dans les chercheurs qui estiment que la gravité a été surestimée, notamment du fait d'une situation alimentaire qui était déjà précaire dans de nombreux endroits, on est en plein Moyen-Âge, et aussi qu'on a eu d'autres éruptions concomitantes qui ont joué un rôle, si ce n'est plus important, tout au moins aussi important. Et surtout, les effets, alors incontestables, sur la météorologie sont maintenant envisagés comme n'ayant pas duré plus de 2 ou 3 ans. Et c'est très très dur de trouver un consensus en cherchant. J'ai un petit peu lu et pour le moment on est dans la diversité des hypothèses et leur contestation. À chaque fois que vous trouvez l'information qui vous dira que, à moins d'un article sensationnaliste, mais qui vous dira que l'éruption est responsable de telle ou telle chose, et bien 2 lignes après vous trouverez la mention, bien que cela ait pu commencer avant ou sans certitude claire. Bon, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que au global, les travaux les plus récents révisent un petit peu à la baisse la gravité de l'événement, notamment sur un petit âge glaciaire qui était probablement déjà en place. Ce ne serait qu'un facteur en fait aggravant, et on retrouve en plus de ça d'autres éruptions qui ont sans doute ajouté à la chose. Donc bon, alors j'enlève la diapo, les éruptions incertaines qui tuent personne, on est sûr de rien, bon on connaît, on a déjà eu ça avec Santorin, voilà, le jour où on aura Volcano comme avec Pierce Brosnan, on verra, voilà, tout en bas, les volcans c'est naze, les passionnés de volcans c'est comme les passionnés de dinosaures, c'est une race extraterrestre pour moi. Toujours est-il que voilà, c'est une éruption avec beaucoup trop d'incertitudes pour pouvoir la mettre plus haut. Si un jour il y a d'autres découvertes qui sont faites, on reviendra dessus avec grand plaisir. Non, je rigole, on reviendra jamais dessus. Bien, nous enchaînons. Et avec quoi nous enchaînons? Nous enchaînons avec la grande vague de froid de 1709 en Europe. Alors pour être honnête, à la base j'étais parti sur la canicule de 1911. Et puis je me suis dit que j'étais sans doute bien trop inspiré par l'été qu'on a eu, et qu'il valait mieux s'intéresser au pendant contraire du chaud, puisque on a déjà parlé de la grande sécheresse de 1540. Donc le contraire du chaud, le froid, j'imagine que vous l'aviez. Ce sont des phénomènes intéressants dans les deux cas. Ils n'ont pas un immense impact direct, bien entendu, on meurt de froid ou de chaud, mais enfin on en meurt moins que de se trouver à 1 kilomètre d'une éruption plinienne. Par contre, les effets sont plus diffus et ressentis plus durement sur bien d'autres aspects. Ici, cette vague de froid, alors il faut savoir qu'elle va main dans la main avec une grande famine, mais comme je ne sais pas encore quand je les traiterai, les famines, et de fait si cette dernière s'y trouvera, je ne l'évoquerai qu'en quelques mots. Alors, il y a eu dans notre histoire, même récente, des épisodes de très grand froid ponctuels, mais quand c'est récent, ça a moins de conséquences puisqu'on a la chance d'avoir des radiateurs. Et oui, pour ceux qui ne s'en souviennent pas et qui pensent que
On bronze l'hiver par 30 degrés depuis l'an 2000. Par exemple, l'hiver 2012 a été atrocement froid. Je m'en souviens, j'étais à Lyon, ça m'est d'ailleurs revenu en voyant la date. Alors je ne sais pas si 1709 a été le pire épisode, etc. de froid, le pire, toujours le pire, mais c'est certain que ça a durement touché toute l'Europe et on a la chance, comme en 1540, d'avoir des observations, si ce n'est scientifiquement rigoureuses ou disons aussi claires que les nôtres, elles sont au moins réalistes et précises. On dit que c'est l'hiver le plus froid du dernier millénaire. Franchement, je ne me suis pas amusé à faire tous les relevés. Il paraît que ça se discute avec l'hiver 1407, où la Tamise va rester gelée pendant 14 semaines, où il neige pendant 45 jours à Florence, mais bon, voilà, je ne sais pas. Alors on ne sait pas trop pourquoi non plus ça arrive. On parle du petit âge glaciaire à cause de ces activités volcaniques, on a évoqué ça juste avant, mais les dates sont floues et les consensus incertains. C'est pareil avec l'activité solaire, on ne sait pas trop, peu importe. Et la problématique principale dans tout cela, ça a été surtout l'irrégularité de la période hivernale dans les extrêmes. Le mois de décembre 1708 fut assez doux, suivi par une période de froid mordant sur les 3 premières semaines de janvier. Vous allez voir qu'il est mordant avec des grandes dents, d'un redoux brutal, d'une rechute début février, et d'un nouveau redoux et d'une nouvelle rechute encore plus dure fin février. Bref, le climat a été déréglé, ce n'est pas un problème de flatulence bovine ou de diesel de provincial. Et température au cours de cet hiver qui mesure un écart moyen de 7 degrés avec celle du 20e dans certains coins, voire même pire. Je vous mets ici la carte des relevés. Donc vous voyez que, effectivement, comme d'habitude, le centre de l'Europe douille un petit peu plus que les autres. Et donc cette variation du climat va provoquer des effets problématiques en France. Le climat de décembre, très doux, je l'ai dit, avait permis le redémarrage des plants qui vont se faire ratiboiser par le front froid qui transforme le climat en à peine 24 heures vers le 5 janvier. Donc le passage d'un anticyclone thermique, peu importe, mais c'est vraiment en une journée que tout se passe. En quelques heures, les températures changent complètement. Le Rhône gèle dans la journée à Avignon et à Marseille, les relevés indiquent une température passant le même jour de 9 degrés à moins 11. Le Vieux-Port gèle, d'ailleurs il fera jusqu'à moins 17 le 11, température magnifique qui va se maintenir pendant 3 jours consécutifs. À Bordeaux, ça tombe jusqu'à moins 23, on peut traverser la Garonne à cheval, hein, c'est plus ou moins la Russie, vous avez l'eau qui gèle dans les maisons, vous avez les gens qui s'amusent à pisser des glaçons. Tous les fleuves, littéralement du Midi, vont geler. Les témoignages du temps évoquent tous une matinée ensoleillée et un froid délirant dans l'après-midi et s'accordent sur la chose, une température qui chute d'une façon jamais vue, et surtout des arbres et autres plants qui commençaient déjà à bourgeonner après un hiver doux et qui vont tous crever, les arbres éclatent presque au sens strict. Inutile de vous dire que cela va avoir des conséquences fâcheuses sur notre pays et son agriculture de subsistance. Curieusement, ça n'est pas pire au nord, où on dispose de relevés là aussi corrects, notamment pour Paris, bien entendu. Là aussi, le gel va durer 3 semaines à partir du 6 janvier, avec des températures qui descendent pareillement jusque moins 23, mais curieusement, la Seine ne gèle pas complètement, elle, à l'inverse de l'eau dans les verres à Versailles. Tout cela va durer à peu près 3 semaines, donc, et ça aurait déjà eu des effets fâcheux, mais le vrai problème, comme je l'ai dit, c'est que le climat est devenu fou. S'ensuit directement un redoux à partir du 25 janvier, où les températures redeviennent positives. Ensuite, une petite semaine de froid habituel avec des températures légèrement négatives. Puis, pendant 2 semaines, en plein mois de février, un complet redoux printanier, il fait 10-12 degrés, tout le monde est bien. Avant que, fin février, ne connaisse à nouveau un froid monstrueux autour de moins 15 qui va, pour le coup, achever les récoltes. Et ce que je dis là est peu ou prou valable sur le plan national, voire même européen. Que ça n'a pas forcément été mieux ailleurs, c'est comme la sécheresse d'ailleurs de 1540, la France n'est pas la moins touchée, mais c'est pas la plus touchée non plus, c'est plutôt, vous l'avez vu sur la carte, l'Europe centrale qui douille encore. À Berlin par exemple, il fait moins 30, le 10 janvier moins 30, ça tabasse hein, quand même, et il fait encore moins 20 le 8 mars, donc vous imaginez la durée à peu près du froid, hein, vous avez vu cette carte de différentiel général de température sur le continent, je pense que ça a dû piquer un peu. Et la seule chose utile étant de pouvoir patiner dans la lagune de Venise ou faire la traversée à pied entre le Danemark et la Suède, ce qui devait être très rigolo, ou d'avoir 1 mètre de neige à Rome, ça aussi ça devait être très sympathique. Vous avez ici un tableau de nos patineurs, de nos formidables patineurs vénitiens. D'ailleurs en parlant de Suède, ça va aussi avoir un impact énorme, comme en pleine guerre du Nord, vous savez que nous avons des hommes aux alentours de Poltava, la bataille n'est pas loin, et une large partie des troupes suédoises vont geler sur place.
Même d'ailleurs l'embouchure du Tage à Lisbonne est gelée, enfin c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Le froid va avoir des conséquences dramatiques, bien sûr, notamment en France. On parle de plus de 20 000 morts en 2 mois à Paris du seul fait du froid. On estime qu'1 demi-million de personnes vont mourir dans le royaume du fait des conséquences de la chose, hein, qui provoque bien entendu une grande famine que je ne développe pas plus ici. On verra si on reparle, sachant qu'en plus c'est suivi d'une crise financière dans la foulée. Alors c'est en France la vague de froid la plus dramatique. Il y en a eu d'autres, notamment une encore plus froide en 1879. On a eu d'autres épisodes très durs, mais aucun n'a eu les mêmes conséquences. Alors au global, ça rejoindra, attendez, je vais faire le classement, bougez pas, ça rejoindra eh bien, la sécheresse de 1540. Alors ça pourrait aller plus haut, ça devrait même aller plus haut pour les deux, parce que c'est une torture qui dure des mois et qui a un impact énorme, mais je trouve, c'est complètement personnel et de toute façon, ne cherchez pas non plus de justesse dans le classement, mais totalement subjectif, mais je trouve qu'il manque cette soudaineté, voilà, de la catastrophe, au sens où c'est ici un peu de la longue durée. On est presque au-delà de la catastrophe naturelle au sens où on l'entend généralement, j'en avais parlé dans l'introduction de la première partie. Et si on prenait en compte si on prenait en compte le nombre de morts, les effets et compagnie, bon, ce serait même d'ailleurs sans doute tout en haut, mais il n'empêche que pour moi la catastrophe naturelle c'est quelque chose de soudain, de presque instantané, avec des conséquences importantes. Et en parlant de cela, eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite, puisque nous allons parler... alors, j'ai peut-être pas enlevé... bon, bref, vous voyez là le classement, pas de souci. Et maintenant, je fais la transition, puisque nous allons parler du tremblement de terre de Lisbonne le 1er novembre 1755. Alors nous voilà avec un événement fort connu, sans doute un des plus connus de cette liste, et que j'ai classé, je le dis tout de suite, tout en haut, mais honnêtement, comme j'ai dit à ce stade, c'est pas vraiment une question de classement, encore une fois. Bien, nous sommes à Lisbonne, au matin du 1er novembre 1755, jour de la Toussaint. La Toussaint, l'Ascension, dans certains cas, ça croire qu'il y a une récurrence. Toussaint qui fatalement va contribuer au nombre de victimes, puisque les rues et les églises sont remplies de fidèles. On aurait pu parler, après Antioche et Lisbonne, d'autres séismes aussi, comme San Francisco et compagnie, mais voilà, je ne voyais pas faire que des séismes non plus, surtout qu'on en a un autre à venir pour le coup, donc voilà, on se fera ce trio, c'est déjà pas mal. Donc la cause géologique n'est pas certaine, probablement une collision de la zone des plaques africaines et eurasiennes, mais bon, ne nous attendons pas sur les histoires de cailloux, donc... Nous sommes à Lisbonne à 9h40 du matin et selon les témoignages, les secousses vont frapper la ville pendant un maximum de 5 minutes. On aura ensuite 2 répliques d'à peu près 2 minutes chacune, avec une ampleur telle que l'on a des failles de plusieurs mètres de large qui vont s'ouvrir dans le sol, avec des bâtiments qui s'écroulent, des incendies qui se déclenchent de partout et beaucoup de monde qui vont se réfugier sur le port où ils vont constater avec stupeur que la mer s'est retirée sur une centaine de mètres. Alors nous, on sait ce que cela annonce, pas eux. Et quelques dizaines de minutes après, c'est un immense tsunami qui va déferler sur le port et remonter le Tage à toute vitesse, une vague de 5 à 10 mètres de haut qui, si elle éteint les incendies, va détruire les bâtiments restants et emporter un certain nombre de vies. Et les zones qui ne sont pas touchées par le tsunami vont être ravagées pendant plusieurs jours par les flammes. Encore une fois, à l'instar d'Antioche et de l'heure du repas, ici c'est la Toussaint, il y a des bougies partout. On estime que la catastrophe a coûté la vie à 30 à 70 000 des 275 000 habitants de la Lisbonne du temps et de ses environs. 85% des bâtiments de la ville sont détruits par le séisme ou les flammes, et bien sûr c'est pas Saint-Pierre-en-Martinique qui devait être très joli par ailleurs, mais ce sont là des joyaux de l'architecture, le grand opéra, la plupart des églises, la grande bibliothèque nationale et ses 70 000 livres, seule une partie du quartier historique et de la ville haute vont être épargnés. Alors vous avez ici quelque chose que les voyageurs lisboètes doivent connaître, hein, qui est le couvent des Carmes qui a été laissé tel quel. Vous connaissez mon peu de passion pour la péninsule ibérique, je n'y ai jamais mis les pieds, mais en tout cas, voilà, l'image est édifiante. Le roi du temps, lui, survit par miracle, il va quitter la ville une heure avant, je crois que c'est sur demande de sa fille qui voulait passer la journée à la campagne, hein, donc bonne résolution. Ce qu'il y a, c'est qu'il deviendra complètement claustrophobe par la suite, il va vivre le restant de ses jours dans un campement de tentes. Bien sûr,
comment dirais-je, l'habitat de toile. Si l'on parle généralement de Lisbonne, il faut savoir aussi qu'on a des vagues gigantesques qui vont déferler sur le Maroc. On estime qu'on aura 10 000 morts là-bas, de même que sur les îles de l'Atlantique proche, puisque la mer va pénétrer jusque 150 mètres à l'intérieur des terres dans les Açores par exemple, et au global, l'événement a probablement coûté la vie à environ 100 000 personnes. Le séisme, alors d'une magnitude très importante, on n'a pas le relevé bien entendu, on estime sur l'échelle de Richter de 7,5 à 9, ce qui serait un événement plus ou moins unique dans un millénaire par sa force, avec un épicentre à 300 km au sud-ouest de Lisbonne, donc dans l'Atlantique. Et le séisme a été assez fort pour être ressenti dans presque toute l'Europe, à Venise où je crois que c'est Casanova qui témoigne que les toits tremblent, dans le sud de l'Angleterre où on a un raz-de-marée de 3 mètres de haut sur les côtes, et on a enregistré des effets jusqu'en Finlande et en Martinique. Vous voyez ici la carte du tsunami qui a déferlé, les chiffres étant les heures que le tsunami a mis pour franchir la distance et déferler sur les côtes. Donc très vite, les opérations de reconstruction vont commencer, évacuer les cadavres, les foutre à la mer, même si l'église n'est pas d'accord, pendre les pillards aussi, empêcher les gens de sortir de la ville pour les forcer à bosser, et en à peine un an, la ville est déblayée et la reconstruction commence. On va complètement transformer Lisbonne, l'affaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle que vous la connaissez peut-être, en élargissant les rues et les grandes avenues, ce qui deviendra donc la nouvelle ville basse, l'attraction touristique. Le commerce européen est terriblement affecté par les ravages sur les ports espagnols, alors plusieurs milliers de morts en Espagne, mais surtout des ravages côtiers considérables, ce qui va entraîner une redistribution du commerce mondial vers les ports d'Europe du Nord. Ce qui ne va pas arranger par ailleurs le déclin amorcé par la péninsule, puisque c'est clairement la fin de l'âge d'or, surtout pour le Portugal, à qui la catastrophe va coûter, alors une fois on est sur des estimations, mais un tiers à la moitié de son PIB annuel du temps. Alors j'imagine que vous connaissez aussi les effets sur la philosophie que cela aura, que les vautours se ruent sur le tremblement de terre pour contester l'existence de la justice divine, puisque la catastrophe frappe le jour de la Toussaint dans un pays profondément catholique. Alors c'est effectivement de la merde d'un point de vue de la pensée, mais si ça n'a pas transformé, mais au moins ça a fait évoluer, c'est certain, une partie de la culture européenne. Alors pas dit si l'évolution était faite dans le bon ou le mauvais sens, ça vous en êtes juge. Et surtout on imaginera bien la belle jambe que ça faisait aux Lisboètes du temps, mais vous lirez parfois les propos, on n'est pas sur de la philosophie de haute volée non plus, hein. C'est oh là là, il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'existe pas, bon, soit. Alors, bougez pas, on va faire le classement. Non, je fais une bêtise. Je fais 2 bêtises. Voilà, parfait. Donc Lisbonne, première fois que ça va tout en haut. Alors, 100 000 morts, on a peut-être vu plus. Des implications philosophiques, bon, on pourrait en voir d'autres. Des transformations coloniales et commerciales, peut-être dans d'autres circonstances. Mais là, on a tous les effets ensemble et de façon assurée. Et on a, alors si ce n'est la catastrophe naturelle, au moins le séisme, ou un des 2 séismes les plus meurtriers du continent européen. On va en voir un autre par la suite, ça se joue entre les deux. Les pertes matérielles sont énormes, voilà, il en faut bien un premier tout en haut. Je l'ai dit, j'ai tendance à valoriser les événements soudains et uniques. C'est vrai que quand on y réfléchit, peut-être qu'il vaut mieux mourir en masse en 2 secondes que de souffrir du froid et de la faim pendant 2 semaines, mais voire 2 mois, mais voilà, on s'en fout, c'est juste l'occasion de discuter. Effectivement, le séisme de Lisbonne, qui peut être plus connu que d'autres sans avoir beaucoup plus d'effets, a quand même une postérité et une sévérité importante. Nous allons changer complètement de coin, de temps, de lieu, de ce que vous voulez, puisque nous allons parler de la rupture du barrage de Malpasset près de Fréjus le 2 décembre 1959. Ça s'est mal passé, comme disait l'autre. Alors c'est vrai, la rupture d'un barrage, et on peut s'imaginer ça entre la catastrophe industrielle et la catastrophe naturelle. Je crois encore une fois que j'en avais déjà parlé, mais on verra ce qu'il en est en l'espèce. Mais ce qui est certain, c'est que sans conditions naturelles particulières, le barrage n'aurait sans doute pas connu de problème. En tout cas, pas aussi aigu et rapide. À la limite, l'usure du temps aurait fait son office, mais bon, c'est pas le plus important. Alors le but de la chose, de la construction,
c'est d'alimenter en eau Fréjus et les plaines environnantes, qui était un problème récurrent, qui avait été résolu par un aqueduc romain de 40 km. On connaît leur génie dans la technique, qui sera utilisé d'ailleurs jusqu'au ravage de Charles Quint en Provence au début du 16e, enfin 1520, 1530, je sais plus, peu importe, avant d'être réparé et réutilisé au 19e. On en reste là jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'on arrête un projet en 1950, projet qui sera achevé en 1954. Alors nous sommes sur les contreforts de l'Estérel, à 10 bornes de Fréjus. Le problème, eh bien, c'est que l'on a consulté un seul géologue avant de se lancer, qui va émettre des doutes, donc on ne le consultera plus, et il n'y a aucun suivi technique de la géologie du terrain et du chantier. On construit, vous le voyez, un édifice à voûte, très mince, de 220 mètres de long, qui forme un lac, le lac de Malpasset, lac qui ne vivra que 5 ans, lac de 50 millions de mètres cubes, long de 4 km et large de 300 mètres, alimenté par un petit ruisseau du coin, le Réran. Ce ruisseau ayant un débit très faible, on ne met aucune galerie de dérivation ou d'évacuateur de crues latérales. Bref, on construit ce barrage, je vous le mets en image avec le lac afférent. Donc ce barrage, de 70 mètres de haut, de sa longueur de 220 mètres, épais de 7 mètres et d'1,5 mètre à la crête, on le construit donc malgré les mises en cause du premier géologue et seul du coup. Néanmoins, à la fin du chantier, on commence à avoir des doutes, la roche fissurée ne paraît pas apte à supporter une voûte aussi mince, il n'y a pas de butée naturelle, bref c'est un travail de sagouin, mais bon, on ne va pas contester le travail du grand André Coine qui a bâti 70 barrages dans sa vie. Et puis le barrage en voûte, à l'époque, c'est un petit peu le symbole de l'ingéniosité française, à l'instar du moteur PureTech un petit peu plus tard. La mise en eau est hyper lente, vu le faible débit de la rivière, le remplissage va durer 5 ans, du coup autant dire que le remplissage signera aussi sa fin, et en plus on ne contrôle pas vraiment la mise en service non plus. Donc rassurez-vous, encore une fois, pour ceux qui s'inquiéteraient, la gabegie n'est pas d'apparition récente. Or, le remplissage, qui avait pris tant de temps, va être subitement accéléré par des pluies diluviennes à la fin de l'année 1959. En quelques jours, du 28 novembre au 1er décembre, le bassin du Réran reçoit près de 30 cm de précipitations. Encore une fois, nous sommes à Fréjus. Effet direct, s'ensuit une violente crue, et le niveau de la retenue d'eau, qui est encore une dizaine de mètres en dessous de la crête du barrage, va monter de 4 mètres en 24 heures. Le barrage commence à littéralement transpirer, on le voit suinter d'ailleurs dès novembre, on entend des craquements et ça ne vous étonnera pas à ce stade, comme il y a un chantier de construction d'un pont en aval qui risquerait d'être endommagé en ce cas, eh bien on décide de ne pas faire ouvrir les vannes de vidange. L'autoroute A8 ne pouvait pas attendre, c'est la France du général, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça ne sera fait que trop tard, le vidage, quelques jours après, le jour même de la catastrophe d'ailleurs, 3 heures avant, alors que le gardien, bien entendu, demandait l'autorisation de relâcher l'eau excédentaire depuis longtemps. Le lac de retenue est donc trop sous pression, pression qui impacte les roches aux alentours, le côté gauche sous le mur notamment, où l'eau s'est accumulée dans le sous-sol en créant une surpression, va se fracturer. Tout lâche à 21h13 le soir du 2 décembre 1959. Le barrage cède, des dizaines de millions de mètres cubes d'eau et une onde de 50 mètres de haut qui va ravager la gorge du Réran. Comme un petit clin d'œil funèbre, ce sont bien entendu les ouvriers du chantier du pont qui sont tués en premier, la vague se charge de terre et va balayer la vallée en dessous, les hameaux donc de Malpasset et Bozon où personne ne survit avant de continuer sa course dans le parc EDF de Fréjus qui va plonger la ville dans le noir, et l'onde va finir son trajet en ravageant Fréjus 20 minutes après la rupture alors qu'elle mesure encore 3 mètres de haut. Alors heureusement elle est déviée par la route et le talus de chemin de fer et elle va suivre sa course dans certains quartiers de la ville qu'elle va ensevelir en partie, terminant en emportant des dizaines d'avions de la base aéronavale qui sont envoyés à la mer. C'est pas très grave, à l'époque des avions on en avait beaucoup. La dite vague va donc balayer une zone d'1 kilomètre de large et les dégâts sont très importants, 1 millier d'immeubles, 1 millier d'hectares, un coût d'1 demi-milliard d'euros, des milliers de sinistrés, les routes sont coupées, la ville est complètement isolée et surtout 423 morts, dont 135 enfants de moins de 15 ans. Bien entendu, toutes les victimes n'ont pas été retrouvées non plus puisqu'une partie a fini aussi à la mer avec les avions. Alors bien entendu, là aussi, responsable mais pas coupable.
Et clairement, la catastrophe est naturelle, entre guillemets, les pluies torrentielles ont provoqué la chose, mais les causes humaines sont indiscutables, du choix du lieu à l'absence de contrôle régulier et à l'ouverture trop tardive des vannes. Bien entendu aussi, vous imaginez bien comment ça va se finir, devant la Cour de cassation en 1967 et je crois devant le Conseil d'État aussi en 1971, qui vont nous dire que la responsabilité humaine est écartée. Bon, c'est pas la volonté divine sans doute. Les premiers experts avaient déterminé des failles humaines sans doute aucun, puis on aura des seconds experts qui vont dire autre chose, mais ce qui est rigolo, c'est que ce n'est pas de la force majeure, ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas non plus une faute professionnelle. Voilà, c'est quelque chose. On sait ce que c'est, on le dira pas. Donc voilà, la France du général dans toute sa splendeur. Il y a des causes naturelles et humaines, hein, une certitude, mais aucun responsable, à la grande joie de tous, puisque comme ça, bien, c'est l'État qui paye pour reconstruire, ce sont les victimes qui se démerdent avec la générosité publique, qui est proprement scandaleux, mais passons, vous savez comment c'est, et puis bon, encore une fois, ça permet de se rappeler que c'était pas toujours mieux avant non plus. La catastrophe va donner lieu néanmoins à la création de la protection civile, du plan Orsec et compagnie. Bon, alors bien entendu, je ne vais pas aller contre les juges, les saints juges, c'est la faute à voilà, c'est la faute à Voltaire, c'est quelque chose qui est coupable, voilà, saleté de quelque chose. Et pour le classement, alors, hop, bougez pas, transition, pour le classement, bon, 400 morts, on peut pas le mettre plus haut que l'avant-dernier. Ah oui, ouf. Oui, effectivement, nous allons faire un bond géographique aussi, effectivement temporel, mais surtout dans la nature de la catastrophe, puisque nous allons parler de l'invasion de criquets, principalement en 1874 et 1875, dans les Grandes Plaines aux États-Unis. On en termine avec les animaux et les plantes, toujours avec ces notes un peu inattendues. Alors, il faut savoir quand même que les saints de criquets, la peste acridienne, c'est pas une des 10 plaies d'Égypte pour rien. Que ce soit le criquet pèlerin, le criquet nomade ou le criquet migrateur, au-delà d'avoir une gueule ignoble et un nom qui veut tout dire lorsque l'on parle de migrants, en même temps c'est un insecte, c'est aussi un énorme ravageur de culture, et alors en essaim, c'est quelque chose. Je parle du criquet, bien entendu, n'interprétez pas mal mes propos. Pour ceux qui ne savent pas, alors en tout cas à ma connaissance, vous me corrigerez si je me gourre, mais les sauterelles et les criquets c'est à peu près la même chose, ils appartiennent à la même famille disons, et je crois que la seule chose qui les différencie c'est le mode de vie collectif des criquets et ce qu'ils bouffent, notamment les sauterelles sont carnivores. Alors, c'est ce que j'ai en tête, ça se trouve je dis n'importe quoi, ce que j'ai au fond de mon crâne, mais voilà, j'espère que je dis pas une absolue connerie, mais je crois que c'est ça. Alors ça n'est pas non plus hyper courant, l'essaim, c'est connu bien sûr depuis l'Antiquité, d'ailleurs son nom latin, locusta, ce qui donne locust en anglais, c'est le lieu brûlé, locus ustus, mais bien l'essaim, on a des exemples ponctuels qui sont de l'ordre de quelques-uns par siècle. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que j'ai mis une image pour illustrer, c'est que quand on parle d'essaim, on parle d'une monstruosité de criquets de l'ordre de centaines de milliards d'entre eux dans un nuage atroce, ce qui est complètement biblique. Alors ici, dans le cas présent, serait en cause Melanoplus spretus, le criquet des montagnes rocheuses, qui est supposé disparu. Enfin, qui est disparu d'ailleurs parce qu'on n'en a plus vu depuis le début du XXe siècle. Il a été découvert 40 ans avant et disparu aussi vite, et malheureusement, ne s'attendons pas à ce qu'il disparaisse comme ça, on a assez peu d'exemples de ce dernier. Sans aucun doute que l'activité humaine, notamment le labour qui va détruire ses œufs, la modification de la faune et de la flore, la destruction de son habitat des prairies, tout ça a conduit à son extinction rapide, mais on ne va pas le pleurer. Donc de fait, beaucoup de choses à son sujet sont assez méconnues, mais on estime qu'il est responsable d'un certain nombre de ravages antérieurs. Là, ça va prendre une forme particulièrement aiguë, puisque ce gentil Melanoplus spretus a la particularité de former des essaims délirants. Et d'ailleurs, pourquoi des essaims, je ne l'ai pas dit, c'est vrai que généralement, ça se comprend assez bien, c'est le manque de nourriture, c'est la surpopulation qui fait que les criquets ont libéré finalement des phéromones précisément destinés à l'agrégation avant de se lancer à la conquête du monde. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais il a été dit que l'essaim dont on parle comptait 12 500 milliards d'insectes, pesaient 30 millions de tonnes et couvraient une superficie de 500 000 km². Je vous laisserai regarder la dimension de la France pour exemple.
qui serait la plus grande concentration d'animaux de tous les temps. Bon, alors comment on mesurait ça en 1875, me demandez pas. Et si vous demandez, sachez qu'on a calculé ça en multipliant la vitesse de l'essaim par le temps qu'il lui a fallu pour traverser le sud du Nebraska, et on l'a estimé à 3 km de long sur 177 km de large. Alors, franchement, peu importe si c'est précis ou pas, je pense que ça doit être quand même un truc à voir dans sa vie. Je vous mets ici la carte de l'ensemble des territoires qui ont été ravagés par cet essaim. Alors sachez aussi qu'un criquet, ça bouffe son poids tous les jours, donc 2 grammes par jour, vous faites 12 500 milliards d'insectes, vous faites 25 000 milliards de grammes par jour, vous faites 25 000 tonnes de nourriture par jour, ça n'a absolument aucun sens. C'est un essaim de cette taille, ça doit bouffer ce que bouffe la planète entière par jour à l'époque, ça se déplace de 100 bornes quotidiennement si ça a envie, ça peut durer des mois, bref c'est une plaie d'Amérique, ce qui sera d'ailleurs le dernier événement de ce type dans le pays. Bien, donc vont être ravagés, comme vous le voyez sur la carte, entre 1874 et 1877, mais c'est une phase beaucoup moins aiguë à partir de 1875, donc vont être ravagés 5,2 millions de kilomètres carrés dans les Grandes Plaines et au Canada, donc Dakota, Montana, Wyoming, enfin du Texas au Manitoba, quoi. Ces contes criquets, qui ont proliféré avec la sécheresse, vont se pointer, vont former des monticules de dizaines de centimètres de haut qui mangent tout, absolument tout. Les récoltes, les troncs, les feuilles, l'herbe, la laine sur le dos des moutons, le cuir, les manches des ustensiles, les vêtements des habitants dans les maisons, jusque la peinture des chariots, comme dans les dessins animés littéralement. Ils restent sur place pendant quelques jours, ils mangent tout dans les champs, tout dans les maisons avant de se barrer en laissant des milliers de cadavres en plus de ça et d'excréments bien entendu qui polluent les cours d'eau. Alors, ils en arrivaient même à faire dérailler les trains dans la zone qui glissent tellement il y a de corps de criquets partout. Et donc on se retrouve avec une crise alimentaire et hydrique. Vous avez ici une photo prise après le passage d'un de ces essaims, c'est, on croirait plus ou moins les alentours de Douaumont. Les habitants décrivent des essaims si denses que quand ils passent, le soleil est obscurci pendant des heures, un grondement de tempête rendu par leurs vibrations et un tapis littéral de ces merdes. On est en Amérique en plus, vous en doutez, mais c'est réellement une vision biblique. On se couche agriculteur prospère, on se réveille mendiant comme Job. Alors on va essayer plein de méthodes, on va essayer de les tuer par le feu, le problème c'est que leur masse est telle qu'elle étouffe les flammes, on essaye beaucoup de méthodes inventives pour les tuer, ça ne marche jamais. Alors faut dire que les charges de dynamite dans les champs ou les coups de fusil sur les essaims, bon c'était assez optimiste en même temps. Les dégâts provoqués sur l'agriculture sont gigantesques, alors bien entendu des centaines de millions de dollars, et ce alors que le pays sort d'une crise financière en plus l'année précédente, une crise mondiale d'ailleurs qui est de mémoire provoquée en plus de ça indirectement par le paiement rapide de nos indemnités de guerre en 1871. Et donc non seulement les champs sont ravagés, mais aussi sans doute les gens. Ceci étant, en cherchant un peu sur des articles, même du temps, qu'on peut être scanné, j'ai trouvé aucun chiffre, seulement des références journalistiques textuelles sur des morts de faim, mais je sais rien de plus. La famine ou l'émigration étant les seules alternatives, on va très vite encourager l'aide pour la bonne raison que l'on craint que cela n'entraîne des départs massifs de population et que cela ne nuise à la colonisation de l'Ouest en cours, et ce alors que l'on est seulement quelques années après la guerre de sécession, à peine 5 ans après le premier chemin de fer transaméricain, et que grande partie des colons sont encore dans une situation précaire du fait de leur arrivée récente. Cette aide, c'est d'abord la charité privée bien sûr. On est aux États-Unis, mais il n'empêche qu'elle est massive avant que ne vienne de l'État, qui est une des premières initiatives du gouvernement fédéral d'utilisation de fonds publics pour remédier aux effets d'une catastrophe, puisque l'optique étant à l'époque plus l'intérêt général que des intérêts particuliers, et le peu d'intervention de l'État dans les affaires des personnes, on est aux États-Unis, ce qui va d'ailleurs instaurer une relation durable entre producteurs agricoles et État. En fait, l'aide a aussi été ralentie à la base par le fait que les journaux de la région minimisaient la catastrophe pour ne pas décourager l'émigration. Alors ça ne va pas empêcher un exode non plus, puisque le Kansas va perdre par exemple un tiers de sa population entre 1874 et 1877. On se retrouve aussi avec des législations spéciales un peu marrantes, puisque par exemple, alors il y en a plein, mais par exemple le Nebraska va obliger à partir de 1877 tous les hommes de 16 à 60 ans à consacrer 2 jours par semaine à l'extermination des criquets pendant leur saison d'éclosion, donc plus ou moins sur de l'esclavage.
Et ensuite, eh bien, la population de criquets des Rocheuses va lentement disparaître. Alors je fais la transition, alors c'est vrai que c'est, de ce que j'ai lu un peu de ci de là, c'est vrai que c'est encore présent, alors si ce n'est dans les mémoires, c'est encore dans les références historiques collectives, mais encore une fois, les États-Unis n'ont pas la même histoire que nous, ils n'ont pas les mêmes choses à retenir. Alors je sais pas s'il y a eu des morts, il y a eu des dégâts importants, mais bon, je ne me vois pas mettre le criquet sans son copain le phylloxéra. Ce sera donc le dernier rang pour ce dernier. Bien, nous changeons de lieu et nous allons voir un événement formidable puisque nous allons parler du séisme du 28 décembre 1908 à Messine, en Italie. On s'est gardé du costaud pour la fin, la presque fin. Alors, très sous-estimé comme événement. Alors oui, l'Italie a une histoire sismique qui peut sembler un peu répétitive, mais attention quand même, il y a des séismes qui picotent un peu plus que les autres. Déjà, on le dit généralement de Messine, c'est le détroit de Messine, donc ça va toucher la Sicile et la Calabre. C'est probablement l'une des catastrophes naturelles les plus graves, si ce n'est la plus grave de l'histoire européenne. Disons que c'est Dresde dans 2 villes italiennes, mais au lieu que ce soit les Anglais qui vaporisent des villes allemandes pour tuer des femmes et des enfants, c'est la tectonique qui fait des ravages, comme en 2007. Et la chance que l'on a pour cette tier list, un petit peu comme la montagne Pelée, mais en mieux, c'est que du coup on a des images saisissantes des conséquences du drame. Bon alors de quoi qu'est-ce ? Eh bien c'est la faille de Messine-Taormine entre la plaque européenne et la plaque continentale africaine, l'arc calabrais qui se tape sur la gueule. Ça c'est pour le séisme, mais on pense que le tsunami concomitant aurait pu être généré par un important glissement de terrain sous-marin. Je ne m'avance pas plus puisque récemment on a remis tout en cause, mais voilà, c'est pas ce qui nous intéresse nous. En tout cas, le caractère critique de la zone provient du fait qu'elle abrite 2 importantes parties habitées, Messine et ses 150 000 habitants, Reggio de Calabre et ses 80 000 habitants à l'époque, en plein milieu de l'épicentre. Au matin du 28 décembre 1908, un violent tremblement de terre est ressenti dans la zone à 5h20. Ressenti par les gens, ressenti aussi par les sismographes. On sait qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais on ne sait pas où exactement. Les habitants, eux, le savent, hein, c'est sous leurs pieds. Le séisme coupe instantanément toutes les communications et les fluides publics, gaz et autres électricité, en fait il coupe la terre en morceaux tout simplement, c'est de la folie pure. Le séisme est d'une telle intensité que Messine est rasée, 90% des bâtiments sont détruits, 75 000 personnes meurent dans la ville et sa vallée, Reggio est ravagée elle aussi, 25 000 morts dans la ville, et le reste de la Calabre est aussi touché, là où en Sicile, c'est quasiment la seule Messine qui est vaporisée, tout ça en un peu plus de 30 secondes. Les témoignages là aussi sont apocalyptiques, alors un bruit extraordinaire, un triple mouvement digne des JO au cours du séisme, hein, les gens sont balancés d'avant en arrière, vers le haut, puis ensuite un mouvement rotatif. La zone est vitrifiée et la plupart des gens sont tués sur le coup ou ensevelis sous les décombres de leurs maisons effondrées. Pas de distinction ici entre les éminences et les plus humbles, tout le monde envoyé vers le Seigneur. Mais forcément, séisme dans le coin dit joyeuseté non terminée, puisque 10 minutes après, la mer se retire brusquement pour laisser place à un tsunami de 12 mètres de haut qui va frapper les côtes voisines. Le front de mer de Reggio est ravagé avec tous les gens qui s'y trouvaient, et il en va de même pour Messine, puisque la plupart des gens s'y étaient aussi réfugiés. C'est la deuxième couche et vous voyez donc la photo de Messine au calme, quelques années avant bien l'événement terrible qui va la marquer, puisque vous voyez ce front de mer, c'est très joli. Vous voyez ici la photo au même endroit après le séisme et le tsunami. Ça a une autre apparence. Le bilan global est donc à peu près, assez fou, on viendra après sur les chiffres. Messine a perdu la moitié de sa population, on peut faire une liste de détails des personnes et des corps de métier, toute la ville est dévastée, donc bien entendu son quartier historique, les pertes sont inquantifiables du point de vue architectural dans ces 2 cités qui sont, je vous le rappelle, des cités millénaires, sans parler des immenses crevasses et fissures dans la ville, des incendies qui sont dus aux ruptures des canalisations de gaz, bref c'est l'apocalypse. Dans un nuage de poussière, les survivants hébétés errent entre les explosions et les incendies au milieu des ruines, sans parler de ceux qui se dirigeront vers le rivage et qui seront emportés au large.
Et c'est pareil si l'on fait, au-delà des deux grandes cités, une recension bled par bled, notamment en Calabre. Le littoral lui-même d'ailleurs est modifié parce qu'on a des larges portions de la côte qui vont s'enfoncer dans la mer. La liste des victimes éminentes est gigantesque. Bon, tout ça, bien sûr, avec des histoires à pleurer quand vous entrez dans les destins individuels. C'est la même chose à Reggio, qui perd certes une partie moins importante de sa population, bon, un tiers quand même, mais à Reggio, il reste une cinquantaine de maisons debout dans la ville. Les hôpitaux sont bien entendu détruits dans les deux cités, les médecins et infirmières sont envoyés à Patresse, toutes les communications sont coupées, on ne pourra communiquer sur la situation avant 17h, la plupart des fonctionnaires sont morts, comme d'ailleurs les forces de police. On se trouve très vite avec des pillages, avec la loi martiale, l'ordre est donné d'abattre les pillards à vue. Alors dans les faits, on abattra surtout des gens qui cherchaient les leurs dans les décombres, et malheureusement on verra plus de vols commis par les marins italiens censés secourir qu'autre chose, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il n'empêche, vous vous en doutez, qu'on va avoir un effort de secours maximal, malgré que les premières nouvelles de l'après-midi ne parlent que de quelques morts et que l'on pense, comme le Premier ministre du temps Giolitti, que ce n'est qu'une énième plainte du Sud pour l'effondrement d'une cheminée. Les préjugés ont la vie dure. Alors l'effort est ralenti puisque tous les moyens de communication sont oblitérés, mais comme dans la plupart des cas vus précédemment, une partie, disons, d'entre eux, il y a aussi une vision pragmatique politique qui va vous rappeler une vidéo de l'été. Il s'agit aussi pour le gouvernement de mettre en valeur la solidarité nationale, et ce alors que l'unité est encore récente et pas toujours parfaitement acceptée dans ces zones. D'où donc une marine et une armée italienne qui commencent immédiatement les recherches, d'où un roi et sa femme présents sur les lieux à peine 2 jours après la catastrophe, et d'où des mesures d'aide financière d'une dimension énorme. Alors cette aide, elle n'est pas que nationale, la catastrophe fait la une de tous les journaux de l'Occident, la Croix-Rouge est là, et les marins des navires qui stationnaient sur le port, vous avez plusieurs navires russes, c'est le cas de l'image que je vous ai mise, ce sont des marins russes qui fouillent les décombres, vous avez plusieurs navires anglais, français, jusque la flotte blanche américaine qui était en plein tour du monde, tout cela vont participer bien entendu dans la foulée à toutes les opérations de déblaiement et de recherche des corps. Malheureusement, la chose sera différente pour Reggio puisque les secours arrivent à pied de Cosenza, quelques centaines de soldats très vite sur place, mais les navires n'y parviennent que le 30, la ville restant 2 jours entiers à l'abandon, augmentant fatalement le nombre de victimes, mais au global, on va avoir quand même d'immenses opérations lancées par la marine et l'armée, un élan de solidarité très important dans tout le pays et des opérations qui permettront de retrouver 17 000 personnes sous les décombres. Même si au début on parle d'abandonner Messine et de la couvrir entièrement de chaux vives pour limiter les épidémies, eh bien la reconstruction va se faire rapidement avec un nouveau plan de voirie, on interdit les bâtiments de plus de 10 mètres, on met du béton armé partout, on a un dépeuplement qui finalement sera temporaire puisqu'il sera très vite compensé par les besoins de reconstruction, et finalement la ville retrouve rapidement une démographie normale, comme Reggio d'ailleurs. Par contre, eh bien, le patrimoine des villes est totalement affecté par les destructions. Alors j'ai dit reconstruction rapide, ça prendra quand même 25 ans. Et puis une reconstruction en plus qu'on facilite par des dérogations aux règles de l'urbanisme qui vont donner, vous vous en doutez, la part belle à la corruption. On est en Sicile, après tout, puis je passe d'ailleurs sur toutes les critiques qui seront faites contre la marine italienne moins performante que ses homologues étrangers, sur les secours, sur les financements mal distribués et détournés par certaines éminences politiques, c'est de bonne guerre. Alors, pour ce qui est du classement, transition... Alors c'est vrai que quand on voit Antioche dont on a parlé, on peut se dire finalement que les 3 séismes méritent d'être tout en haut. Mais bon, le truc c'est qu'Antioche c'est à 1500 ans, on n'est pas sur des dégâts, des morts et compagnie qu'on connaît avec certitude. Donc je vais laisser Antioche en dessous. Par contre, bien sûr, Messine c'est tout en haut. C'est hors norme, à tout point de vue, plus de 100 000 morts, des coûts de reconstruction de milliards, des villes littéralement rasées. Enfin, la liste des bâtiments détruits aujourd'hui, ce sont 2 villes sans histoire. Faut bien mesurer la chose. Ce sont 2 villes millénaires qui aujourd'hui n'ont plus rien d'historique. Ce qui est quand même un marquage à vie, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, la liste des bâtiments détruits, des personnalités disparues est absolument gigantesque. Et je trouve que par rapport à Lisbonne ou d'autres événements, mais j'ai l'impression que c'est plus absent de la mémoire collective. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'est très sous-estimé. Et puis, bon, ce qui touche l'Italie, c'est comme ce qui touche l'Empire d'Orient, hein, ça nous touche tous, bien entendu. Je me permets juste de boire un tout petit coup.
Bien, nous en arrivons aux deux derniers. Hop, transition, et nous allons parler de la Sainte Lucie Noire ou du Vendredi Blanc, le 13 décembre 1916 dans les Alpes italiennes. Oui, puisque quitte à se faire l'Italie, je me suis dit allons-y pour le doubler. Alors c'est anecdotique, c'est aussi intéressant, et puis il fallait bien glisser l'avalanche dans le propos. Vous avez le droit de rire à ce nouveau trait d'humour. Alors c'est pas seulement intéressant parce que c'est parfois appelé le vendredi blanc et qu'on sait pas pourquoi parce que ça se passe en fait un mercredi, pour le coup c'était bien la Sainte Lucie, de ce point de vue tout va bien, mais ma foi passons. Non, c'est assez intéressant parce que c'est très opaque, ça a fait énormément de victimes, on ne sait pas combien, c'est une catastrophe majeure, mais vous l'aurez compris à la date et au lieu, il y a eu secret sur la chose. Vous le savez ou pas, d'ailleurs on parlera littérature sur le sujet l'année prochaine, en début d'année, mais on a de terribles affrontements entre les Austro-Allemands hongrois et les Italiens dans le milieu alpin. Ah oui, il y aura des alliés aussi, mais le front purement alpin, bien pourri, est largement italien. Les Alpes du Sud, le Trentin et compagnie, enfin tout ce qui va de la frontière suisse aux 7 communes, c'est un front acharné et ignoble. Je pense qu'on n'imagine pas toujours, moi le premier d'ailleurs, à quoi cette merde ressemblait au quotidien. Être à 3000 mètres d'altitude en 1916, avec 40 kilos de barda, un abri en sapin et des chaussures cloutées de 15 kilos, je sais pas trop à quoi ça devait ressembler. Et qui dit montagne, forcément dit élément naturel menaçant. D'ailleurs pour les positions de haute montagne, on mourrait plus souvent d'une chute de pierre ou d'un accident que d'un tir de fusil ennemi. D'autant plus qu'on avait l'habitude de s'envoyer des obus sur la gueule pour fragiliser la neige et ensevelir l'adversaire. Si vous voulez, ce sont les us et coutumes du temps, on a laissé ça aujourd'hui aux Indiens et aux Chinois. Or, au cours de l'automne-hiver 1916, eh bien, on a des chutes de neige qui commencent dès la mi-septembre dans le Trentin, et des températures de frigorification à partir de novembre autour des moins 30. En décembre, on a 10 jours de neige ininterrompue, des quantités 2 à 3 fois supérieures aux normes habituelles et donc un important manteau qui se dépose sur la neige déjà durcie. Et donc le 13, le manteau neigeux alpin n'en peut plus. Au cours des dernières 24 heures avant le drame, ce sont carrément 2 mètres de neige qui sont tombés au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Et dans toute la zone alpine, le 13 décembre, on se retrouve avec de terribles avalanches et des compagnies entières ensevelies, principalement d'ailleurs du côté austro-hongrois pour les plus coûteuses en individus, et des milliers de morts de 2 à 10 000. Avalanches provoquées donc par ces abondantes précipitations, mais qui ont été suivies, comme d'habitude, en tout cas c'est très souvent le cas dans ces circonstances, par un dégel soudain et un vent chaud qui fait grimper les températures de 30 degrés. Bon, ça ramène la zone à 2 ou 3 degrés Celsius, mais c'est suffisant, et avalanches qui vont se poursuivre du matin au soir, et même d'ailleurs dans les quelques jours suivants. Par exemple, pour en citer un, dès 5h30 du matin, le 13 décembre, la caserne des Kaiserschützen, qui est construite au sommet de la Marmolada, qui est le plus haut pic des Dolomites, à plus de 3000 mètres d'altitude, se retrouve ensevelie. Elle a été très bien construite le long des falaises pour être protégée des tirs directs et des tirs de mortier, mais beaucoup moins des avalanches. L'accumulation de neige atteignait 10 mètres, et ce sont 200 000 tonnes de neige qui leur tombent sur la gueule, et le bâtiment va s'effondrer sur les occupants à qui l'on avait interdit de se retirer. Sur les 320 hommes présents, on en a une dizaine seulement qui sont secourus. Et d'ailleurs c'est un cas général, la plupart du temps les hommes sur place avaient enregistré bien entendu une situation absolument mortelle, le danger encouru par les troupes, alors que les officiers situés dans les vallées ne pouvaient estimer correctement la chose. Alors dans le cas présent, à la décharge des décideurs, il y a eu tellement de neige que les communications ont été coupées, et malheureusement leur dernier ordre était de tenir la position qu'ils ont tenue et qu'ils tiendront malheureusement pour eux pour toujours. Du côté italien, on a par exemple un régiment d'artillerie de montagne qui voit 100 de ses soldats emportés par une avalanche à quasiment 2000 mètres d'altitude. Et quand on additionne les multiples avalanches connues, qui vont durer une semaine, on arrive à entre 1000 et 2000 morts, mais l'on pense que la chose fut largement occultée en d'autres occasions et que le second chiffre, c'est le plancher de l'événement. On dit parfois que ce seront 10 000 soldats de tous bords et quelques dizaines de civils qui vont périr, ce qui serait l'avalanche la plus meurtrière de l'histoire européenne de loin. Ce serait même d'ailleurs la seconde de l'histoire, puisque les avalanches c'est assez peu meurtriers en règle générale, à part au Pérou où ils ont une tradition d'avalanche. À la limite, peu importe, des fois c'est 5 000 morts, bref. Avec le secret militaire, on ne saura jamais.
Vraiment, ça a sans doute été sous-estimé. Vous comprenez bien qu'un état-major allait pas dire qu'il avait perdu 3000 hommes dans la journée sous des avalanches. C'est quand même pas ce qu'il y a de mieux à communiquer, d'autant que l'ennemi pourrait en profiter. Alors c'était surtout au global, dans ce cadre-là, pour l'anecdote, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ces infortunés. Les histoires individuelles sont toujours éminemment tragiques, mais bon, c'était pour faire connaître la chose, et puis, accessoirement, on arrive à la fin de la seconde partie, je suis comme tout le monde, au bout d'un moment, j'ai tendance un petit peu à raccourcir les propos. Alors, bougeons le diapo. Alors certes c'était pour l'anecdote, mais clairement ça ne peut pas aller au dernier rang, c'est au-dessus des événements de l'avant-dernier. Pour la postérité, hein, on va le mettre au milieu, même si voilà, des petits malins diront que c'était des soldats de la Première Guerre mondiale et que avalanche ou pas, ils allaient mourir de toute façon. Il n'empêche que ça a eu un impact assez important. Et bien ce qui nous amène à la fin, parfait. Dernier événement. Dernier événement, nous allons parler du cyclone de Bola du 8 au 13 novembre 1970 entre l'Inde et surtout le Bangladesh. Et ben voilà, une fois n'est pas coutume, tout en haut se retrouve un événement qui n'est pas un séisme, puis parce que ça va aller tout en haut, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Et après je remettrai le diapo, bougez pas, et du coup comme ça, comme vous le voyez, finalement on a un classement assez équilibré, toujours aussi involontairement, mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. Alors je vous remets l'image, hop, diapo, parfait. Donc les plus perspicaces ou les plus taquins auront vite fait de relier Cyclone et Bangladesh avec beaucoup de morts. En même temps, c'est vrai, vent fort, maison en carton couplée à démographie de lapin de Garenne, ça ne fait pas bon ménage. Du coup, on est sur une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire de notre chère humanité, voire la plus meurtrière tout simplement, en tout cas pour ceux que l'on peut en connaître. Donc qu'est pas ça ? Eh bien, vous le voyez, un merveilleux cyclone tropical né dans le golfe du Bengale le matin du 8 novembre. Alors comme d'habitude, il suit un trajet d'ivrogne avant de se présenter sur la côte du Bangladesh le soir du 12 novembre. Et il se présente, croyez-moi bien, en enfonçant la porte avec des vents à plus de 200 km/h qui créent là aussi une onde de tempête de plus de 5 mètres de haut, avec la marée haute en plus, et il va ravager jusque 100 km à l'intérieur des terres avant de s'affaiblir rapidement et de s'éteindre le lendemain soir. La population est totalement prise par surprise puisque, déjà on est au Bangladesh, mais si les Indiens disposent d'assez d'informations météorologiques, ils n'ont aucune raison de les transmettre à l'ennemi traditionnel. Enfin dit comme ça paraît péjoratif, disons plutôt que les deux pays ne coopéraient pas en la matière, et c'est vrai que je le précise quand même, sinon on ne comprendra pas tout. À l'époque, le Bangladesh c'est le Pakistan oriental, c'est important, ce n'est pas encore un pays indépendant. Le passage va donc être décoiffant, sur le moment c'est comme d'habitude, vitrification du terrain, inondations et compagnie, et à moyen terme la destruction et la mort dans des coins où on est déjà de base dans la survie. On a des îles qui sont littéralement au sens strict noyées par les vagues, la côte est complètement dévastée. Alors curieusement par la suite, pas d'épidémie, enfin pas massive, on aura quand même bien sûr du choléra et de la typhoïde, hein, on est au Bangladesh, mais pas une monstruosité comme on aurait pu attendre dans ce coin avec des centaines de milliers de cadavres et l'eau polluée partout. Alors la réponse gouvernementale pakistanaise va être assez rapide, très coûteuse aussi d'ailleurs, mais comme d'habitude jamais assez rapide et jamais assez coûteuse, surtout qu'il n'a pas été tenu parfaitement compte de l'ampleur délirante du désastre. Et coordonner un plan parfait à cette échelle, c'est pas simple, surtout quand on est pakistanais vous me direz, mais en tout cas c'est jamais assez quand vous êtes assis cul nu au milieu des décombres. L'aide internationale comme d'habitude est massive. Les Indiens vont offrir une aide qui est majoritairement refusée, les Américains envoient la sauce comme ils savent faire, les Anglais pareil, bref, charité bien ordonnée commence par l'Occident, ça devrait être la maxime qu'on utilise. On dira aussi qu'une partie de l'aide en pognon c'est volatilisé, mais bon, ça, on est dans des pays où ça arrive, hein, c'est comme ça, l'argent est assez magique. Et en fait, eh bien, l'aide internationale, la rapidité de déploiement des Anglais et des Américains, ça fait que du côté du Bangladesh, on commence à accuser Karachi d'en avoir rien à foutre, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. En plus, aucun responsable politique du Pakistan occidental ne s'est pointé, et la tension va se creuser entre les deux parties du Pakistan, ce qui va rapidement se traduire dans les urnes. Le bilan humain, pour malheureusement aussi opaque qu'il soit, est délirant.
On va avoir des études menées sur place quelques semaines après le drame pour tenter de déterminer le nombre de victimes directes et indirectes du cyclone. Alors bien entendu, le pays étant ce qu'il est, on ne pourra faire que des estimations, et ces estimations s'établiront à 240 000 morts, ce que beaucoup de chercheurs doublent, puisque tout simplement on a beaucoup de groupes qui n'ont pas été inclus, type travailleurs migrants et compagnie, enfin c'est un peu, voilà, 240 000, c'est un peu le chiffre plancher. On ne saura jamais vraiment, et on ne sait pas qui remporte le concours entre le tsunami de 2004, le séisme d'Haïti en 2010 et le cyclone de Bola, puisqu'entre ces trois-là, c'est sans doute les trois pires catastrophes naturelles enregistrées, et malheureusement ça se passe dans des pays où l'état civil est discutable et où les gens ont tendance à pulluler de façon anonyme. Enfin, les cyclones au Bangladesh au XXe siècle, c'est quelque chose, hein. Ils en ont eu quelques-uns aussi qui ont bien ratiboisé. Alors, au-delà du bilan humain, absolument de fou. L'impact concret est lui aussi désastreux, puisque les gens perdent leur maison et compagnie, ce qui est déjà pas rigolo, mais ce sont surtout les dégâts le long de la côte qui sont catastrophiques, puisque tous les bateaux de pêche, tous les pêcheurs sont tués dans une zone où les 3/4 de l'alimentation étaient issus de la mer, et puis des mois après le passage du cyclone, c'est forcément tout le monde qui survit avec l'aide alimentaire mondiale. En plus de ça, on a perdu l'entièreté des récoltes, des centaines de milliers de têtes de bétail, enfin voilà, c'est la fin qui s'installe, mais ça ne fait pas partie de notre propos. Alors, au-delà du nombre de morts cataclysmiques, ça n'a pas eu le coup, bien sûr, d'autres catastrophes, puisque 3 bouts de tôle, ça coûte pas cher, mais ça a eu un impact pour le coup politique, puisque le Pakistan, le Bangladesh en fait encore partie, on l'a dit, va être sévèrement critiqué pour sa gestion de la crise, que le parti pro-indépendance va remporter les élections, et que du coup, on aura très vite la guerre, et guerre perdue par le Pakistan occidental, si l'on peut dire, et la création du pays. C'est surtout ça la retombée politique principale qui s'ajoute, la création du Bangladesh. Alors, c'est pas rien quand même, l'apparition d'un nouveau pays, même pour Ava. Et puis je crois que c'est aussi à cette occasion qu'on aura le premier concert caritatif en 1971, je crois que c'est organisé par George Harrison, mais enfin ça, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Bien, voilà. Alors on était allé un petit peu vite sur les deux derniers, j'ai sorti quelques éléments, mais bon, je pense qu'on a eu 2 bonnes vidéos sur les catastrophes naturelles, c'est déjà pas mal, il faut aussi savoir s'arrêter à un moment. J'espère que tout ça vous aura plu, ces deux vidéos, j'espère que vous aurez appris des choses. Alors il nous en reste encore pour cette année des sympathiques de tier list, donc voilà, on va s'amuser à classer et à lister des trucs qu'on ne devrait pas normalement classer, mais voilà, ça ne va pas nous empêcher de le faire dans le futur. Le programme et le futur s'annoncent radieux. Bien, voilà pour ce soir. Eh bien, écoutez, pour le reste de la semaine, vendredi, nous nous retrouvons pour une première partie de Hearts of Iron 4. Donc il y aura 2 sessions, comme d'habitude, en multijoueur. Il faut d'ailleurs que je relance les annonces à ce sujet-là. J'en ferai une dernière sur le Discord. Dimanche, nous aurons un onanisme et découverte, nous parlerons des Go. Mais de Go bien particuliers, ça devrait être encore une aventure assez sympathique. Et puis ma foi, bien écoutez, la semaine suivante, reprise un petit peu du programme normal, avec la rentrée scolaire, on va reprendre ce dont nous avions l'habitude. En gros, la période du 15 juillet au 1er septembre a été un fourre-tout, si l'on peut dire, de vidéos, ce qui correspond plus ou moins bien au programme que j'avais fait à la base, si vous voulez. Où la période estivale était une période où même je n'allais rien faire, et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de faire quelques vidéos, donc c'est pour ça qu'on est sur une programmation peut-être un petit peu plus anarchique que ce dont nous avons l'habitude dans les périodes hors vacances scolaires. En tout cas, vacances estivales. Bien, il me reste qu'à vous remercier de votre écoute, à vous souhaiter bien une excellente suite de semaine, et quant à nous, nous nous retrouvons vendredi pour du Hearts of Iron 4. Ah oui, attendez, hop, je me permets de faire, voilà, la dernière transition, comme ça, vous avez le classement final devant les yeux. Voilà, eh bien écoutez, bonne soirée à tous, à bientôt tout le monde, à vendredi.